Et bonjour à tous et bienvenue, une fois n'est pas coutume, dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Ce sera le dernier épisode de 2023. On accueille Maxime aujourd'hui. Et donc, avec Maxime, on va voir son parcours hallucinant. Il a brûlé toutes les étapes. Il a lancé son premier business dans l'immobilier à 17 ans. Donc, on va voir comment il a monté une conciergerie de villa de luxe on peut dire dès son plus jeune âge, comment il a pu faire plein d'argent en crypto, en perdre une grosse partie, mais comment ce qui lui restait a pu l'aider pour la suite de son aventure entrepreneuriale. On va parler chasse immobilière et également marchand de biens, parce que maintenant c'est son activité principale, toutes les spécificités des marchands de biens, notamment tout ce qui est urbanisme, comment on trouve, est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur les terrains, sur des grosses maisons. On va voir tout ça ensemble avec Maxime. Je vous l'ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est le dernier épisode de l'année, donc vous aurez eu un épisode quoi qu'il en coûte toutes les semaines cette année, dernier épisode de 2023. Ça m'a fait super plaisir d'être en votre compagnie, même si c'est parfois via invité et d'autres fois c'est juste via les retours que je peux avoir. Merci beaucoup, c'est grâce à vous que je continue. J'espère que l'épisode de la semaine dernière, le triple épisode, enfin l'épisode avec le trio gagnant en la personne de Jérémy et Paco, il vous aura plu. On a eu pas mal de bons retours. Voilà, c'est vrai qu'on a quand même mis les moyens, le studio incroyable. Moi, j'ai fait un petit aller-retour à Paris et Dieu sait que ça me coûte. Hein. Ça me coûte de prendre le métro, en plus en période de Noël. Mais ça m'avait fait très très plaisir. Je vous fais une petite parenthèse. Je vais essayer de faire court là ce matin. Parce que déjà l'épisode il doit paraître pour demain. J'ai un fidèle auditeur en la personne de Angus Barbet qui a écrit un livre suite à, en fait il avait entendu que j'avais écrit des livres, et oui j'ai écrit des livres, ils sont disponibles sur Amazon, et il a sorti son livre, il me l'a envoyé, donc merci, qui s'appelle Full Metal Mindset. Donc Angus il est militaire et il nous explique un peu ses principes militaires pour transformer sa vie quotidienne. J'ai lu à peu près la moitié. Très intéressant. Et puis voilà, ça c'est un retour concret quand je l'ai dans les mains, le livre. Il me l'a dédicacé, il me l'a envoyé. Merci beaucoup. C'est vraiment un retour concret de ce que peut apporter le podcast à certains d'entre vous. D'autres vont sur des gros projets, me les racontent, me les expliquent, parfois me les montrent. Et là, voilà, c'est du concret. Ça me motive chaque jour que Dieu fait à vous enregistrer des podcasts. Et même là, en la période de Noël, j'en ai enregistré encore 2 excellents, dont un avec un invité qui est déjà venu et que vous m'avez redemandé. Donc voilà, pour me soutenir, vous savez comment faire. Allez, vous avez 4 possibilités. Il y en a une, c'est mettre une note sur Spotify. C'est pas cher, c'est gratuit, c'est vite fait. Ça, c'est la plus simple. Boum, petite étoile. Deuxième moyen, un peu plus compliqué, mettre une note sur Apple Podcast. Faut un peu trifouiller dans le menu des podcasts. Mais voilà, j'ai 170 notes pour à peu près 150 épisodes. Donc vous voyez que le ratio il est pas extra. Mais je sais que c'est compliqué et puis tout le monde n'est pas sur Apple Podcast. Après, si vous voulez vraiment soutenir le podcast, allez sur le podcast privé, vous soutiendrez, surtout vous. La boîte à billets, des gros épisodes avec Marco qui va arriver sur Marco qui est passé notamment d'une Twingo à une Ferrari, et puis maintenant là il a 2 voitures Aston Martin, et je crois qu'il a acheté une Audi RS6 si je dis pas de bêtises tout récemment. Donc voilà, il nous explique sa technique. L'épisode il va paraître très bientôt, et puis après on a eu des épisodes sur les PLU, sur les travaux, sur les subventions, sur l'expert en bâtiment, sur le banquier, tout ce qu'il vous faut pour être un bon investisseur. Voilà. Le lien, comme d'hab, dans la description. Et si vous voulez vraiment encore plus soutenir le podcast et encore plus vous soutenir, vous pouvez bien sûr rejoindre une de mes formations ou rejoindre le Club Invest. Merci à ceux qui ont pris la formation podcast. Ils ont vu le retour que ça a pu apporter à Jérémy, Paco et moi. Certains ont pris la formation podcast parce que ça change la vie, et elle est toujours en promotion jusqu'à la fin de l'année. Hop, je le coupe le 31 décembre. Je coupais la réduction le 31 décembre. Donc si vous voulez, grosbillet.com, il y a tout. Et félicitations. Allez, je fais une petite parenthèse, j'en parle de temps en temps. Mais les personnes qu'on coach, du Club Invest avec Michel, tous ceux qu'on a eu cette année, il y a eu zéro. Je pense vraiment qu'il y a eu 0 échec. Tout le monde a trouvé des biens, tout le monde avait des offres acceptées.
Il y en a, en fonction de quand est-ce qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas encore signé, mais tout le monde a trouvé des biens. Il n'y a eu aucun échec de projet qui n'est pas allé au bout pour ceux qui voulaient vraiment aller au bout. Donc ça fait super plaisir ça pousse. Voilà, si vous voulez être accompagné, vous pouvez nous rejoindre. Je sais pas, moi je pense que j'ai pas de place. Peut-être j'en ai une, je sais pas, faudra que je vois. Mais Michel, il doit en avoir une aussi, je suis même pas sûr. Mais si vous voulez nous rejoindre, vous nous écrivez. On verrait bien s'il y a de la place. Et en tout cas, je pense que ça fait 2 ans qu'on a lancé et on a eu que des réussites sur plus de 5 millions. On doit être même à 6 millions d'euros maintenant investis par les membres. Donc sachant qu'on a exprès ultra limité les groupes. Donc voilà, je pense qu'il y a personne qui a des meilleurs résultats. S'il y en a qui ont des meilleurs résultats, qui viennent nous voir. S'il y en a qui ont fait plus que 100% de réussite, venez nous voir. On pourra en discuter. Mais sinon, voilà, vous êtes les bienvenus également au Club Invest. Si vous voulez réussir vos investissements en 2024. Parce que là, pour 2023, ça va être chaud. Voilà, je pense que j'ai fait un bon petit tour. On va attaquer avec Maxime. Sinon, mes biens, j'ai rien à vous dire. J'ai des locataires là qui vont partir. Ça paraît il y a pas longtemps, un bien que j'avais acheté en 2020. Et ça paraît vraiment il y a pas longtemps. Et ils vont partir, j'ai fait les comptes, ils ont quand même versé plus de 30 000 euros de loyer. Quand on met ça en perspective, le Covid, parfois ça peut paraître loin, parfois ça peut paraître pas loin. Mais quand on se dit, après confinement, on a acheté un bien, puis on a déjà touché 30 000 euros de loyer, ça fait plaisir, hein. Merci. Merci à mes 2 locataires, même si j'aurais préféré qu'ils restent encore un peu. Ils avaient quelques petits défauts, ils ont bien enquiquiné mon gestionnaire, mais c'est pour ça qu'on en a un. Mais voilà, 30 000 euros de loyer sur un seul bien. Je sais pas, ça met de bonne humeur quand tu vois le chiffre, même si tu vois l'argent qui tombe tous les mois, quand tu fais la somme, t'es bien content. Donc on est parti, on attaque l'épisode avec Maxime. Je vous souhaite encore un joyeux Noël pour c'est déjà passé quand vous allez écouter l'épisode, et un très joyeux réveillon. Prenez le temps peut-être, tout le monde vous donne des conseils. Allez, je vais vous en donner un. Moi j'ai fait 2 albums photos de vacances. Ça a été ça, moi, petite période off. Ça m'a pris 2 heures par album. Non, mais sinon prenez le temps. On dit de se fixer les objectifs. C'est intéressant parce que moi, j'ai recherché des papiers, puis j'ai retrouvé mes objectifs que j'avais mis sur papier pour 2023. J'en ai accompli vraiment pas mal, hein. Donc, je suis assez satisfait. Mais ça vaut aussi la peine de un peu regarder dans le rétro, de regarder. Il y en a qui mettent souvent, et puis j'aime bien Remember the day when you prayed for what you have now. Donc voilà, rappelez-vous il y a des choses qui vous paraissaient peut-être inatteignables, peut-être pas il y a 1 an, mais il y a 2 ans, 3 ans. Et puis maintenant, vous y êtes. Vous avez peut-être fait des accomplissements en sport. Vous avez peut-être été voir votre grand-mère souvent. Voilà, prenez le temps pour souffler un tout petit peu sur 2023. Par exemple, Angus, il a écrit son livre, il l'a publié, félicitations. Voilà, prenez le temps un peu de gratitude. Ça fait du bien. On en veut toujours plus souvent. Enfin, souvent, on en veut beaucoup plus. C'est peut-être le moment de regarder un peu ce qu'on a pour attaquer encore plus fort, et puis ce qu'on a fait, ce qu'on aime bien, ce qu'on n'aime pas, pour essayer de changer un peu de cap pour 2024. Voilà, on attaque l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et bonsoir à tous. Et ça fait longtemps que j'ai pas enregistré un podcast. Et là, on est avec un invité que ça fait très longtemps que vous auriez déjà dû entendre. Parce que moi, j'étais passé sur son podcast, c'était au mois de juin. Je pense qu'il faisait hyper chaud. J'étais exactement au même endroit qu'aujourd'hui. Salut Maxime, comment ça va? Merci Thibaut, écoute, merci pour ton invitation, ça va super. Et vu la vitesse à laquelle tu vas, voilà, en 6 mois, il a pu s'en passer des choses. C'est clair, il y a encore plus de choses intéressantes à dire, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'on a attendu. Mine de rien, on avait d'abord attendu une première fois volontairement, puis ensuite il y a eu pas mal de péripéties, de câbles oubliés, de C'est clair. rendez-vous oubliés, de personnes qui débarquent, notamment les Chacun est un peu responsable, je crois qu'on est à 3-2 sur ouais. l'annulation un petit peu. Voilà. Mais écoute, vaut mieux tard que jamais, comme tu le disais juste avant. Yes. Ok, écoute, je te laisse te présenter rapidement. Et donc, si tu as déjà écouté le podcast, tu sais que la première question, c'est est-ce qu'il y a un job ingrat, un premier job, une première expérience que tu as pu avoir et qui t'a tout de suite donné envie de dire bye bye patron avant même d'aller vraiment chez un patron de façon plus pérenne. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu
tes débuts, même Et si t'en es encore qu'au début aussi, mais que t'as déjà bien avancé. bien sûr. Avec grand plaisir, Thibaut. Du coup, pour la première expérience, alors je vais commencer par là peut-être. Je m'appelle Maxime, j'ai 20 ans, je suis entrepreneur dans l'immobilier. Donc du coup, marchand de biens et aussi j'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs à investir dans l'immobilier, notamment sur leur premier bien, avec des coachings à distance sur 5 mois, 8 heures de visio, etc. Et je pense qu'on aura le temps d'y revenir sur la partie les différentes parties du podcast. Et pour revenir sur ma première expérience professionnelle, écoute, c'était la meilleure que j'ai pu avoir de toute ma vie. C'est mon stage de troisième dont je vais te parler. J'ai fait mon stage de troisième au MHB, donc au Montpellier Handball. Et moi qui suis un grand fan de handball, j'ai pu passer une semaine avec l'équipe événementielle et marketing du MHB à organiser le match le plus important de l'année qui est le MHB Paris. Donc c'était juste extraordinaire pour moi. J'ai vu les joueurs se préparer dans cet événement-là. J'ai pu être au plus proche du terrain, de l'action en fait finalement de ça. Et moi, j'ai pas trouvé d'inconvénient à ça. J'aurais pu, je pense, Mm. travailler toute ma vie là-dedans. C'est pas ça qui m'a dégoûté du salarié, bien au contraire. J'en retire une super expérience et même maintenant, je suis toujours ami sur LinkedIn avec ma prof de stage, ma tutrice de stage, et avec qui j'échange régulièrement sur les réseaux sociaux et qui avait elle aussi passé un bon moment avec moi puisqu'elle m'avait dit qu'elle me reprendrait avec grand plaisir quand je voulais. Mais j'ai Et ben pas voilà. eu envie d'y Voilà. retourner. Si jamais demain tu as besoin d'un job à 2 000 € brut par mois, peut-être tu peux te faire embaucher. Non, on les embrasse, les handball. Et c'est marrant parce que je connais pas mal de gens assez déterminés qui ont été. Toi, tu es aussi arbitre de handball, non? Et je continue, ouais. Je suis toujours, Ouais, ouais, on est avec mon binôme aujourd'hui arbitre national de handball et je continue ouais. toujours à exercer. On se bat tous les week-ends un peu partout dans toute la France, dans tout le sud de la France plutôt, mais on se régale en tour. Ok. Moi, ouais, j'avais un stagiaire à mes premiers quand j'étais jeune senior auditeur et il gagnait pas mal d'argent avec je sais pas, il y a une sorte de ligue des champions, Coupe d'Europe, je sais pas quoi, il était arbitre là-dedans Ouais, et ça même pendant ses études, ouais, à ce ça lui niveau-là, faisait ça paye bien quand même, hein. un bon side business. Ouais. Ok, top. Tu peux nous dire peut-être quel âge t'as parce que c'est un peu même si l'âge n'est pas toujours représentatif, mais pour qu'on comprenne que on va parler de beaucoup de choses sur un laps de temps qui Ouais, est bien très sûr. court. Euh, j'ai eu Manoa, je sais pas si tu le connais, Manoa de Fortune Manoa, ouais, Media. bien sûr. Je le connais, ouais. Il est aussi bien jeune et il a aussi fait pas mal de choses en très peu de temps. Ouais. Donc, Et du coup, bah, j'ai 20 ans, donc je vais avoir 21 ans dans 2 mois, donc ok. j'ai 20 ans et oui, peu d'expérience. J'ai 3 ans d'expérience un petit peu dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, 2 ans d'expérience, mais j'ai essayé d'aller vite. En tout cas, j'essaye de mettre les choses en place pour que ça se passe bien. Et ça s'est plutôt bien passé pour le moment. Du coup, bah, tout le monde va se poser deux questions, même plusieurs questions. Déjà, comment on se lance dans l'entrepreneuriat slash immobilier. Alors autant entrepreneur, on sait qu'on peut s'y lancer. Euh, c'est pas facile de réussir, mais c'est facile de se lancer. Autant dans l'immobilier, en général, soit on a de l'argent qui est tombé parfois un peu naturellement, soit de la famille, soit l'auto, soit des choses comme ça. Soit depuis quelques années, il y a pu avoir une source alternative de richesse inespérée qui tombe du ciel et où beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent, y compris nous deux, même si on en a gagné un peu plus qu'on en a perdu. Euh, Exactement. donc ouais, comment on se lance peut-être on va parler ouais, de l'immobilier tout de suite. Ton premier lien avec l'immobilier, c'était la conciergerie. Exactement, ouais. Quand j'avais un peu moins de 18 ans, quand on a eu cette idée-là, on sortait de la crise sanitaire dont il faut pas dire le nom là. Quand on est sorti de cette crise sanitaire-là, je vois un article sur Midi Libre, donc qui est le journal local d'où j'habite, et je vois qu'il y a plus de 287%, et j'en souviendrai toujours toute ma vie de ce chiffre-là, de réservations sur Airbnb. Les réservations Airbnb explosent puisque on est toujours dans la crise sanitaire et que les voyageurs n'ont pas envie d'aller dans un hôtel où ils vont être proches d'autres personnes, etc., de mettre un masque obligatoirement, de pas pouvoir se baigner à la piscine, de pas pouvoir aller au restaurant, à l'hôtel, etc. Donc, il y avait beaucoup de contraintes. Et du coup, je vois qu'ils ont de plus en plus envie de louer des logements. C'est Et vrai que ça a l'air loin maintenant, mais l'expérience dans les hôtels, elle a été super dégradée ah mais c'est clair. Mais parce on s'est pas que rendu compte de ce qu'on a vécu. J'ai l'impression que en fait, c'est comme ça, on en a on parlé oublie là trop vite. récemment.
C'est comme Ouais. c'est comme les anciennes copines, hein, parfois. Pas moi, hein, mais parfois les gens retiennent que les bons moments au fond abstraction des mauvais. Euh, Et donc, d'ailleurs, j'ai passé un peu de temps à l'hôtel pendant cette période. Et l'hôtel était pas cher. Donc, euh, donc voilà. Mais effectivement, l'expérience était hyper dégradée. Plus, il y a eu le télétravail qui a un peu tout changé. Des gens qui Exactement. ont commencé à louer des biens pour, pour travailler. Donc, c'est ça Exactement. qui t'a Ouais. fait un peu le déclic, je pense. Et c'est ça, et on s'est dit que moi, mes parents, ils avaient loué l'année auparavant leur maison avec Airbnb pendant qu'on était en voyage aux États-Unis et ils avaient vécu que des galères. Et donc, en fait, j'ai lié un petit peu les deux idées. Je me suis dit, mais une conciergerie, c'est sûr que ça fonctionnerait sur le secteur. Et puis, la barrière à l'entrée, elle est très, très faible. J'avais du coup gagné un peu d'argent en crypto-monnaie, on y reviendra après. Et du coup, j'ai investi un petit peu d'argent dans cette société-là. Je crois qu'on avait mis 10-15 000 euros au départ. J'ai investi jusqu'à 25 000 euros dans la société, mais c'était vraiment rien. C'était juste l'histoire de faire un site internet et de commencer à démarcher, faire des flyers. Et donc là, on a eu une énorme période de prospection avant d'avoir notre première villa. Quasiment 6 mois, il s'est passé, où on a démarché tout ce qu'on pouvait démarcher finalement comme villa. Et la première villa qu'on a, c'est une villa assez luxueuse. Et donc là, on s'est dit, on s'oriente dans le luxe. Je sais même pas pourquoi cette personne-là nous a fait confiance au début, d'avoir 3 jeunes, parce que je m'étais associé avec 2 personnes qui avaient mon âge, donc 2 associés de 18 ans à ce moment-là. Et je sais même pas pourquoi elle nous a fait Alors que confiance, moi, mais en j'ai tout une cas, locataire mineure, là, enfin, quelqu'un qui a postulé quand elle était mineure. ouais, Heureusement, ça a changé juste entre le moment où elle a postulé et le moment où elle a signé le bail, mais sinon, ça me posait pas mal de problèmes d'un point de vue juridique d'avoir, elle peut pas signer son bail et tout ça. Donc, ouais, ses parents, c'est qui sont rien que responsables. quand Ouais. toi, quand t'es bailleur, déjà, Ouais. tu te poses la question. Donc oui, forcément. T'imagines, Bah, là, bravo, en tout ils cas. nous ont filé une baraque qui valait 4 millions d'euros au quartier des Bottes à Saint-Gély. Pour ceux qui connaissent, c'est juste à côté de Montpellier. C'est la rue de la Paix au Monopoly, comme on dit. Mhm. Chez nous, c'est vraiment un super quartier, un super secteur. Et ils nous ont fait confiance directe. On a accepté toutes les conditions. On a un peu baissé notre caleçon, hein, pour l'avoir, cette baraque-là. Et je me souviens qu'on a eu un entretien avec elle où elle nous demandait, est-ce que vous proposez des cours de yoga? Est-ce que vous proposez des petits déjeuners? Et en fait, tout ce qu'elle nous a dit, on a dit oui. Et Ok. après, on a appliqué ça. Ok. On n'a jamais dit non à quelque chose. On s'est dit, il faut qu'on ait cette première baraque parce que c'est ça qui va nous lancer. Et en Mhm. effet, après, quand on allait voir les autres maisons et qu'on a dit, bah voilà ce qu'on a en portefeuille. Donc j'avais celle de mes parents en premier, qui était une belle maison, et j'avais cette maison-là au quartier des Votes, qui était une très très belle maison, assez luxueuse. Et ils ont dit, ah ouais, quand même, s'ils ont réussi à avoir ces deux baraques-là, c'est qu'ils sont censés pas être mauvais. Mais pour autant, on n'a encore rien fait. Et on a lancé la première année avec 5-6 baraques, je crois, je m'en souviens plus, mais euh, très peu finalement, mais avec un taux horaire assez intéressant puisque les baraques se louaient entre 7 et 10 000 euros la semaine. Donc, Ok. quand on prend 30% en conciergerie de cette somme-là, c'est plutôt intéressant. Ok. Il y a une blague comme ça où quelqu'un va voir, il veut que ça. Je sais plus trop l'histoire, mais c'est en gros quelqu'un qui veut marier son fils. Donc il va voir avec la fille de Bill Gates et alors il dit, c'est comme un triangle quoi. En gros, vous pouvez retrouver la blague sur Internet, mais en gros, il va voir Bill Gates, il dit, Oui, je oui. veux que ta fille elle épouse mon fils. Il dit, c'est qui ton fils? Et après il dit, bah c'est le patron de la Banque mondiale. Et puis après il va voir la Banque mondiale ou le futur patron. Et il dit, bah, mon fils, c'est le mari de la fille de Bill Gates. Et comme ça, il arrive à faire le triangle, tu vois. Donc, oui, Ouais, c'était un peu ça. Tu prends la maison un peu à toutes les conditions. Et puis, et ça se fait beaucoup dans tout ce qui est les formations. J'ai des amis qui travaillaient, notamment avec des fonds européens et tout. Tu vas former des gens, tu as des consultants et tout. Et en fait, c'est hyper basé sur l'historique et sur les formations que tu as déjà données, pour en avoir des nouvelles, d'avoir des nouveaux contrats et tout. Donc, c'est, lancer et- la boule de neige, c'est ça. Et parfois, eh ben, exactement. faut se faire violence ou alors Ouais. bosser gratuitement. Ah ben là, on a bossé plus que gratuitement parce qu'on avait perdu de l'argent, je crois, à la fin. Sur cette baraque-là, on était à 8% d'honoraires de conciergerie alors qu'on était de base à 30. À Ah ouais. 8% d'honoraires de conciergerie, ménage compris. Alors c'est une baraque, on louait 10 000 euros la semaine, donc ça nous payait juste le ménage, les 8%. Donc ouais, on a dû perdre de l'argent avec tous les trajets qu'on a fait puisqu'on on s'est pas payé sur la première année, évidemment. On n'a pas compté notre temps, donc forcément, si on fait un vrai calcul financier, on a perdu de l'argent sur cette première baraque-là. Mais elle nous a permis de nous lancer et Voilà, d'en d'avoir avoir une dizaine accordé et après tout. par la suite. Ok.
Et ça, tu as déjà arrêté l'activité maintenant, donc 3 ans plus J'ai tard. arrêté l'activité exactement 2 ans et demi, ouais, c'est ça. On a fait 3 saisons, donc 2 ans et demi plus tard, pour des raisons où on s'entendait plus forcément avec mes associés. On avait différentes ambitions. Moi, je voulais vraiment accélérer et me dire que cette conciergerie-là, elle sera à un niveau national un jour. Et c'était pas leur ambition à eux. Ils étaient l'un en école de journalisme et l'autre en fac de droit, pardon. Et du coup, ils avaient pas forcément envie de développer cette activité-là. Mhm. Je me sentais seul à porter le projet et pour des bénéfices qui étaient pas encore Qui était super quand même divisé intéressants. par 3 aussi. Pas exactement parce que j'ai 80% des parts de la société, Ok. donc au début on divisait les bénéfices de chaque saison par 3, mais Mm. après par la suite si on développait au national etc, j'étais Mm. quand même actionnaire majoritaire et c'était intéressant, mais je me voyais pas développer seul ce projet-là et en parallèle de ça j'ai fait d'autres rencontres qui m'ont fait amener vers d'autres projets. Ok. Et tu as un point de vue sur... moi, j'ai pas de conclusion. Enfin, ça, je pense que ça dépend énormément des zones, des types de biens. Mais j'ai l'impression que la relation conciergerie et hôte, enfin, hôte propriétaire de l'appartement, il y a quand même un qui gagne plus. Enfin, elle est pas équilibrée à 100%. Donc, je veux dire, il y en a quand même un qui a plus intérêt que l'autre. Euh, je sais pas quel, tu vois, ça Ouais, je serait quand comprends même ce un que tu veux méga dire. hasard fortuit que, en fait, ça tombe juste bien le temps que tu gagnes en déléguant une conciergerie, c'est pile voilà, le manque à Hmm. gagner des frais plus, forcément, souvent, c'est un peu moins bien, pas moins bien, enfin, t'es moins derrière, enfin, ton concierge, il va être moins derrière. Toi, tu l'as dit, au début, tu avais une maison, je suppose qu'elle était super bien gérée. Après, quand on a 10, tu vas peut-être pas essayer de remplir la nuit qui manque ou d'optimiser constamment le bien parce que c'est juste humainement pas possible de, Mais ton voilà, niveau de d'avoir, qualité sur une conciergerie, il diminue progressivement par voilà. rapport à ton nombre de biens. C'est un modèle qui n'est pas scalable, qui est duplicable. Et donc, toi, tu peux embaucher un nombre de personnes par bien que tu peux avoir, mais c'est pas scalable si ce n'est des boîtes à clés, donc de baisser en qualité et de répondre moins forcément aux personnes. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vois quelqu'un qui a un modèle de conciergerie, j'ai du mal à trouver où est-ce qu'est la vraie rentabilité Hmm, du projet. Et alors, on était quand même à un niveau intéressant au niveau du chiffre d'affaires, etc. Mais pour le coup, on ne pouvait pas en vivre à trois avec juste une saison qu'on faisait. On pouvait pas en vivre à l'année, quoi. C'est pas une ok, activité qui était assez rémunératrice pour ça. ok. Et si toi, tu avais 30 biens et que tu en lançais 5 en, en courte durée, est-ce que tu délèguerais à une conciergerie? Non, je délèguerai pas une conciergerie, je automatiserai tout. Après, ça dépend des types de biens, mais si j'ai des biens type style T2, tu vois, à Montpellier ou au Hmm, centre de Nîmes, proche de certains monuments historiques pour du tourisme et en même temps avec une cible professionnelle, je pense que je délèguerai à 100% la gestion avec une personne de confiance qui fait le ménage, qui potentiellement fait l'entrée-sortie, etc. Mais par contre, je garderai la relation client parce que je sais la gérer. Mais par contre, honnêtement, pour rien au monde aujourd'hui, je relancerai la LCD parce que le taux de rentabilité par rapport au taux d'emmerde qu'il y a, il est mais juste énorme et c'est se créer un second job. Alors il y a beaucoup qui accompagnent sur ça, qui de manière automatisée, on peut l'automatiser au maximum, mais je trouve qu'à chaque fois qu'il y a un problème, la charge mentale, elle revient quand même sur les personnes qui gèrent ces problèmes-là et c'est souvent il faut être prêt à l'accepter. Il faut être prêt à hmm. accepter que c'est limite un second job au début et si c'est le cas, bah, tant mieux. Moi, c'est un truc que je suis pas prêt à faire. Donc, pour l'instant, c'est vrai que je ne relancerai pas de LCD, même à 15% ou 20% de rendement. C'est pas mon truc que Hmm. je kifferais faire. Je kifferais faire des logements un peu atypiques pour des gros séminaires et tout, parce que je vois qu'il y a un manque énorme sur mon marché. Donc, tu vois, on est en train d'étudier ça avec ma mère. Mais pour le coup, des plus petits biens en location courte durée avec des petits locataires, entre gros guillemets, c'est pas quelque chose que je ferais. Yes. Par contre, depuis peu, grâce à notre cher État, depuis quelques semaines, on sait que donc en fait, tu peux avoir jusqu'à 5 taxes sur un bien hors revenu. Hein, donc et en fait, ceux qui ont délégué aux conciergeries, souvent ils ont échappé à la. Donc nous, je salue, on a un membre là qu'on accompagne. Alors il va pas devoir tout payer, mais l'État lui a demandé CFE. Bon voilà, Ouais. logement meublé, taxe foncière. Il le louait en début d'année à une locataire, euh, mais ils lui ont quand même demandé la taxe d'habitation à lui. Ok. Ensuite,
il l'a mis en LCD, donc sur chaque nuitée, taxe de séjour. Et je sais pas, ils ont quand même pas trop compris que c'était de la LCD. Donc taxe sur les logements vacants, il a pris également. Donc les 5 en 2 mois, 5 impositions réclamées sur un logement. Bon, il va pas C'est toutes les énorme, hein. payer, mais Ouais. et ça, c'est hors revenu. T'as pas encore touché 1 euro et t'as déjà payé 10 000 balles ou 15 000 balles de notaire quand t'as acheté l'appartement, dont la grosse partie va à l'État et le reste va dans le Q8 ou la RS6 du notaire. Donc voilà. Non, mais c'est la beauté de la France, c'est pour qu'on ait de Ça, belles écoles, une mais oui. sécurité, etc. Il y a quand Et même oui. tellement d'avantages. Voilà. Et surtout la retraite des aïeux, hein. Si vous m'écoutez, je ferai un épisode spécial. Où va l'argent de nos impôts? Eh bien, écoute, je serai le Bon, premier à l'écouter avec grand plaisir. bref. Ok, la conciergerie, donc ça, je pense, le gros point qu'on peut en retirer, c'est quand même si vous cherchez une activité secondaire, parce qu'il y a plein de personnes Mm. qui ont déjà un emploi. Voilà, toi, t'es bien lancé, on va parler maintenant un peu de la crypto, mais ta vie, elle fait que ça peut changer, tes besoins, ils peuvent changer et tout. Mais en tout cas, c'est vraiment un emploi enfin, une activité avec très peu de barrières à l'entrée qui prend beaucoup de temps, mais qui peut quand même être une bonne source de revenus complémentaires et quasi immédiate. Par Ben, en contre, fait, c'est même pas le temps que ça prend, mais c'est la charge mentale et la disponibilité qu'il faut avoir. Et hmm, c'est ça qui m'a le plus dérangé, c'est qu'il faut être constamment disponible. Le nombre de fois où je me suis couché dans mon lit à 23h30 et que le téléphone sonnait et qu'il y avait une baraque à 30 minutes de chez moi qui n'arrivait pas à mettre la clim, mais comme le mec, il a payé 1 200 € la nuit et que s'il n'y a pas la clim, c'est une catastrophe, bah, je faisais l'aller-retour et j'allais hmm, lui allumer la clim parce qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton pour l'allumer et qu'en fait elle fonctionnait très bien. Donc le nombre de fois où on a eu ça, hmm. c'est dur, c'est difficile. C'est le moment où soit on arrive à éduquer ses locataires, ce qu'on n'a pas réussi à faire, soit on arrive à sous-traiter, à déléguer, soit on arrive à s'en foutre un petit peu et Hmm. c'est peut-être le mieux. C'est ça, bah, j'ai eu, alors il s'en fout pas, mais j'ai eu Florent Richard, gros Ah oui, exploitant de LCD. Et une machine de guerre lui. lui, il a un peu l'approche, voilà, il donne toutes les infos et après débrouille-toi, quoi. Mais après, c'est Ouais. pas du tout des villas à 1 200 € la nuit. Donc c'est aussi pour ça que tu peux faire autrement. Et On avait quand une je vois clientèle beaucoup plus exigeante. Ouais. ouais, vous, c'était ça. Et puis quand je vois c'est vrai que nous, en Alsace, pour l'instant, on n'a pas trop de clim. Mais moi, je vois, c'est toujours une galère quand je suis en voyage, la climatisation. Donc, je ne peux même pas imaginer comment ça peut l'être quand tu es une conciergerie et que tu dois. Les gens, c'est assez compliqué parce qu'il faut viser, il faut appuyer. Enfin, bref. Ok, Ouais. conciergerie, on a fait le tour. Ouais. La crypto, on va en parler. Est-ce qu'on est en bull run maintenant, là, en ce moment, déjà? Mine de rien, ça a bien Ouais, pris, bah hein. écoute, Ça a bien pris, hein. j'ai une boule de cristal à côté de moi là, Ouais. et moi je te dis que ça va se casser la gueule. Ça va se casser la gueule absolument. Ok. Non, pour de vrai, moi j'y crois pas dans le marché actuel. J'ai l'impression que, tu vois, on vit une période d'inflation, on vit une période très difficile au niveau des taux. Enfin bref, en termes de macro, microéconomie, etc. C'est la galère de partout. Et je me rends compte, et je m'en suis rendu compte aujourd'hui, que la crypto-monnaie c'était quand même très spéculatif et que derrière, bah, ça reposait quand même sur une technologie blockchain, mais qui n'était pas adoptée par une majorité de personnes encore dans le monde, et que c'était quand même beaucoup de spéculation sur des actifs qui n'avaient pas une réelle utilité derrière pour la plupart. Même si je vais me faire tuer si je dis pour Non, non, toutes les mais crypto-monnaies, mais voilà. Et donc, je me rends compte que là, on spécule sur des actifs qui montent énormément, alors que les indices sont pas forcément super bons. Moi, j'en suis complètement parti hein, de l'analyse de crypto-monnaie, donc je n'analyse plus au quotidien. Mais là, quand j'ai vu que ça repartait, j'ai regardé et je t'avoue que moi, j'ai tout sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai tout sorti la crypto-monnaie parce que ça ne m'intéresse plus aujourd'hui. J'en ai encore un petit peu sur des choses qui sont bloquées, qui sont lockées encore pour quelques mois, quelques années. Donc là, je peux pas y sortir. Mais par contre, tout ce que j'ai pu sortir, j'ai sorti pour me focaliser à fond sur la partie marchand de biens. hmm, Et donc, pour revenir sur la crypto-monnaie et un peu mes débuts, j'ai commencé la crypto-monnaie avec le compte de mon père sur Binance, puisque j'avais 17 ans. J'ai pas le droit d'avoir un compte. J'ai commencé avec 1 200 €. J'ai tradé un petit peu, donc parié sur la montée ou la baisse d'une crypto-monnaie. J'ai gagné pas mal d'argent sur ça avec l'effet de levier. Et j'ai aussi beaucoup investi dans des shitcoins ou des très low cap, donc des crypto-monnaies à faible capitalisation, qui m'ont permis de générer de l'argent
très rapidement. Mais je l'avoue, et même si Tony m'engueule à chaque fois que je dis ça, mais moi, c'est par chance, honnêtement, sur cette période-là, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'on était dans un effet bull run. Je recommence aujourd'hui avec 1 200 euros, jamais je fais ce que j'ai fait. Mm. Puisque, honnêtement, tout montait, il suffisait d'être patient, d'avoir quand même un minimum de stratégie, et ça faisait de toute façon que repartir. Toutes les crypto-monnaies explosaient les unes après les autres, et il suffisait de sortir au bon moment, et puis de reprendre de l'argent. Et puis, j'étais aussi pas mal dans des serveurs Discord, donc on nous annonçait des whitelists, etc., où je faisais partie. Et à chaque fois, j'étais au bon moment, au bon endroit pour générer de l'argent. Et du coup, en 1 an et demi, j'ai gagné en bénéfice. Alors, j'ai gagné un peu plus de 300 000 euros et j'ai perdu aussi beaucoup d'argent. Je pense que c'est ce qu'il faut dire, c'est que ça va dans les deux sens très rapidement. J'ai reperdu à peu près 200 000 euros et donc j'ai pu sortir. Et c'est là où je trouve que j'ai été plutôt intelligent et c'est ça qui m'a permis de me lancer dans la vie active, c'est de sortir 100 000 euros sur une société holding pour après pouvoir investir dans l'immobilier. Voilà. Yes. Pour le parcours, un petit peu en Mm. crypto-monnaie, j'ai rien de fabuleux, hein. Je passais 10-12 heures derrière le PC, j'allais plus trop en cours, alors on était dans la période de la crise sanitaire, donc c'était pas forcément très problématique, mais c'était pas forcément le mieux non plus, quoi. Il y avait peut-être mieux à faire que d'être derrière un PC, analyser des courbes toute la journée. Même si aujourd'hui, ça m'a quand même servi en gestion du risque et gestion financière de la volatilité qu'on peut avoir sur un Mm. investissement ou sur un pari boursier, comme j'aime le dire du coup. Euh, donc, ça m'a servi, j'en tire des bénéfices monétaires notamment pour avoir commencé, mais aussi sur l'aspect gestion du risque, gestion du stress, où maintenant ça m'a bien servi. Yes, intéressant. Et je pense que c'est un bon point que tu as soulevé. Donc moi, bah, c'était un de mes premiers, et on le salue, c'était un de mes premiers épisodes. J'ai un bon ami, il s'appelle, vous pouvez chercher l'épisode, hein, c'était transformé, je sais plus combien, mais il avait fait plus de 600 000 euros. Donc c'est Samy, on le salue, hein, je le connais depuis que je suis ado. Et pareil, il avait pris, enfin bon, il était depuis 2013 dans la crypto. Et à force de mettre, déjà, il avait fait plusieurs paris paris ou investissements qui avaient bien fonctionné, mais il y en a un qui a fait du fois 2000 ou je sais plus, et du coup, il s'était retrouvé avec vraiment, c'était plus de 600 000 euros grâce dans la crypto. Waouh, ouais, Et c'est pas mal ce quand serait le même. premier à te dire que c'était complètement un, impossible à reproduire, que après, c'était à force de. Moi, j'ai joué au golf justement avec Samy quand j'étais ado. Et notre prof il disait toujours bah, si tu veux faire un trou en un, donc tirer depuis le départ direct dans le trou, bah, chacun de tes coups il va proche du trou, plus tu as de chance plus t'as de chance de la mettre en un coup. Quoi. Donc, c'est forcément. Lui, il a été sur des milliers de projets, je pense. Et puis, il y en a un qui Ouais. a pris. Il y a rien qui dit qu'aujourd'hui serait pareil. Peut-être que c'est reproductible, peut-être que non. En tout cas, on peut passer beaucoup de temps là-dessus. Et moi, ça a été un peu pareil. En 2017, j'étais beaucoup dans la crypto. Et c'est à partir de 2018, j'avais déjà eu des biens, je n'avais déjà vendu, mais là, j'ai commencé à en acheter beaucoup. J'ai tout liquidé parce que ça prend énormément de charge mentale. Tu as parlé des whitelists et tout, faut s'inscrire, faut envoyer le Ah, bon faut truc attendre sur et le des fois bon c'est à 3 heures du réseau. mat Voilà, c'est que ça ça. sort, etc. Donc c'est C'est vraiment. Mais si pour résumer un peu ça, c'est que pour les gens qui souhaitent s'intéresser à la crypto-monnaie, faut pas les en dissuader. Mais pour le coup, moi je dis vraiment à tout le monde, c'est que si jamais tu gagnes de l'argent en crypto-monnaie, c'est que quelqu'un en perd, puisqu'il n'y a pas de création. voilà, c'est pas comme une C'est des société. voilà, c'est pas C'est pas comme comme une la bourse. exactement. Ou quand Apple monte, bah, elle a fait du chiffre d'affaires, donc forcément, si tu as des dividendes d'Apple, c'est selon un bénéfice, donc c'est selon de la création Mm. quand même de. Tu connais bien mieux que moi sur ce sujet-là, mais il y a quand même une création de richesse. Alors que la crypto-monnaie, c'est purement de la C'est un jeu spéculation. à somme nulle, voilà. Voilà. Et, yes. Et je pense aussi, ce qu'on peut dire, et tu me contredis si t'es pas d'accord, mais comme tu as dit, voilà, tu as eu voilà, un mélange de chance aussi, tu étais impliqué dedans et tout. Et, euh, et du coup, je pense que tu te considères pas du tout comme un expert crypto. Ouais. Et je pense que c'est un bon truc que vous pouvez avoir aussi dans l'IMO ou dans la bourse. C'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'argent ou fait beaucoup d'argent, il a peut-être été juste au bon moment, au bon endroit. À un moment, tu vois, enfin, l'immobilier parisien a été multiplié par 4 au début des années 2000, je crois.
Après, moi, j'ai des apparts à Metz, ça a explosé. Personne pouvait dire qu'à Metz, les prix allaient monter tant que ça, notamment pendant le Covid. Et j'étais pas plus intelligent qu'un autre. J'ai juste acheté des super bonnes affaires. J'ai beaucoup visité, mais je vais pas te dire que je suis la méga star pour trouver la prochaine ville qui va faire 2 fois 15%. J'ai fait x2 sur des apparts juste parce que je les avais bien achetés. Alors j'avais toujours la même stratégie pour bien acheter. Mais après, il y a eu aussi, tu peux gagner 20% ou 30% en achetant bien. Mais après, si tu fais x2, c'est que le marché il a été de ton côté. Et ça, je pense que c'est important de le dire, surtout dans la bourse, parce qu'il y a des gens, ils ont vendu des sociétés, ils ont vendu des biens immo, et tant mieux, ils ont fait beaucoup d'argent. Et après, ils vont te dire, regarde, je suis une star, j'ai 1 million d'euros en bourse. Ouais. Voilà. Et C'est un tu peu vois, plus simple quand on a l'argent dès le début. Hein. voilà, c'est Je ça. te rejoins et je suis d'accord. Et ça fait pas d'eux forcément des experts et même des personnes. En fait, faut être hyper humble. Hein. C'est pas parce qu'on a fait des bonnes affaires que finalement on est expert de ce secteur-là. Par contre, on peut quand même accompagner des gens à au moins faire pareil Mm. et c'est déjà pas mal pour la plupart des cas. Bien sûr. Donc voilà, prenez toujours, essayez toujours d'avoir les infos. Voilà, toi, tu les donnes. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai beaucoup accéléré dans l'IMO. Justement, j'avais acheté un bien que j'ai revendu avec beaucoup de plus-value. J'avais bien acheté, plus le marché m'a aidé. J'avais déjà eu des biens avant, mais ça m'a fait bien accélérer. Toi, Ah tu as oui, eu non, un c'est peu cet sûr. argent que tu as réussi à faire et Mm. ça t'a bien aidé. Ouais. Donc voilà. Et c'est Non, dommage. je suis hyper honnête sur ça. J'ai eu la chance de le faire, hein, cet argent-là. Il faut aussi avoir les coronesses, c'est-à-dire que Hmm. 1200 euros, bah, il y a beaucoup de personnes qui les avaient. Faut avoir les coronesses, de se taper des jours entiers sur des graphes, etc. Faut avoir beaucoup de chance aussi. Ça, je suis d'accord. Par contre, après, il faut arriver à le basculer Hmm. et Et j'aurais pu savoir qu'en aussi sortir. perdre ces 100, ouais, voilà, j'aurais pu perdre ces 5000 euros. J'aurais pu sortir avec 300 000 aussi. Hmm. C'est une chose qui aurait pu arriver dans un des cas. Par contre, je pense que si je serais sorti avec 300 000, j'aurais fait d'autres erreurs par la suite. Hmm. Là, le fait d'avoir fait cette grosse erreur de perdre autant d'argent d'un coup, ça m'a énormément appris, bien plus que ce que j'ai gagné. Et ça m'a appris notamment dans la gestion Hmm. financière pour après. Ouais, bah, c'est pareil. J'ai vendu. Bah, de temps en temps, j'ai eu beaucoup d'argent suite à des ventes d'appartements. Et c'est là où et c'est là où j'avais gagné mes premiers, vraiment les grosses sommes, quoi, à 5-6 chiffres. Et là, c'est là où tu fais un peu l'argent, il te brûle les doigts. Et maintenant, je le dis à tout le monde, dès qu'il me dit je vais vendre, je lui dis, tu notes déjà à l'avance, tu fais pas n'importe quoi. À chaque truc, tu te poses les questions. L'argent, il te brûle les doigts quand il est sur ton compte. Tu as envie d'en faire un truc et il y a moyen d'un coup, tu te trouves des nouvelles lubies. Je vais investir là-dedans, je vais investir là-dedans. Voilà. Ouais, non, faut faire attention. Vaut mieux itérer en tout cas. Faut avoir une vraie stratégie pour placer Mm. son argent. Yes. Ok. Du coup, bah, qu'est-ce que tu fais? T'as plus de conciergerie, t'as plus de crypto, retraité à 20 ans. Là, ça va être ça le titre de l'épisode. Maxime, retraité à 20 ans. Non, on va pas raconter n'importe quoi, des bêtises aux gens non plus. Mais du coup, à ce moment-là, donc je suis en école de commerce, donc à 18 ans, ça dure 4 mois l'école de commerce. J'y trouve pas du tout ma place. J'ai la plupart de mes potes avec qui je m'entends bien, on passe 4 jours du lundi au jeudi à savoir ce qu'ils vont faire de leur week-end, la soirée du jeudi soir et après leur week-end, et qui passent 2 jours à récupérer finalement de ces soirées-là. Donc je suis pas du tout dans ce mood-là. J'ai déjà une copine depuis mes 15 ans, donc avec qui je suis toujours et que j'embrasse très fort, qui est un énorme pilier pour moi. Donc je suis pas du tout dans le même mood qu'eux et je me dis que j'ai la chance de m'être payé mon année d'école, donc je le dois à personne et je dis j'arrête maintenant. J'arrête aujourd'hui. Je crois qu'on est le 5 ou le 6 janvier. Je venais de reprendre après les fêtes de Noël et je me dis je suis pas du tout fait pour ça. Et puis j'avais fait une rencontre il y a quelques semaine auparavant, je crois que c'était première semaine de décembre, j'avais rencontré Michael Suito, le fondateur de Green Living, donc une société d'investissement clé en main en locatif sur Montpellier et sur Nîmes. Donc on avait ce secteur-là de chasse et il me dit bah, moi j'ai pas mal de leads clients, mais j'ai pas le temps de gérer les leads clients, de gérer les chantiers, de gérer aussi la partie chasse immobilière. Par contre, tu as un super profil, ça m'intéresse. Moi, je m'intéressais à ce moment-là bien à l'investissement locatif. Et il me dit, écoute, si t'es chaud, je te forme sur la chasse immobilière et c'est toi qui prends ça. Et moi, je lui dis, OK, avec grand plaisir, mais il n'y a qu'une condition, c'est que je sois ni salarié, ni apprenti, ni alternant, quoi que ce soit, je sois à mon compte.
et donc qu'avec ma société holding que j'avais créée pour la crypto-monnaie, et ben que je puisse te facturer des prestations d'accompagnement, de prestations de services, etc. sur ce que tu fais. Il m'a dit Banco, ben moi au moins je suis gagnant puisque je te paye que si je rentre de l'argent. Hmm. Donc on avait une solution un peu gagnant-gagnant comme ça. J'ai été chasseur pour lui pendant 18 mois. Je suis même passé responsable chasse un peu à la moitié, où j'ai eu jusqu'à deux chasseurs pardon sous ma responsabilité, un troisième alternant que moi j'avais sur ma boîte en perso sur la holding, puisqu'à ce moment-là j'avais lancé le podcast aussi. Mais du coup, voilà, focus sur la chasse immobilière. On fait un peu plus de 30 projets en 18 mois, donc ce qui est plutôt pas mal. Et je me rends compte même qu'il y a certains projets qui pourraient passer en marchand de biens, où les personnes qui les prennent n'ont pas forcément d'intérêt sur ça, mais ils pourraient diviser, ils pourraient optimiser, etc. Et c'est comme ça que je me dis, mais les biens qu'on trouve, franchement, on trouve des pépites. Pourquoi j'en ferais pas un ou deux moi-même? Et donc, Donc j'ai là, tu n'avais commencé encore aucun investissement, toi, en j'avais personne. encore aucun investissement, non. C'est comme ça que j'ai appris à chercher des biens rentables et que j'ai découvert aussi la colocation, puisque la plupart des produits qu'on nous demandait, c'était la colocation. Parce que c'est vrai que la colocation, c'est le meilleur rapport sur une ville qui est à rendement, où il n'y a pas forcément trop de gestion, si on l'optimise bien et s'il y a une forte tension locative, et en même temps la meilleure exploitation possible. Puisque du coup, nous, on loue la chambre entre 500 et 650 euros. Donc ça fait quand même un bon rendement sur des appartements que tu achètes entre 150 et 200 000 euros. Il y avait des très bons rendements quand les taux étaient bas, il y a quelques mois Bah, le encore. rendement, ça n'a rien changé, hein. C'est combien tu payes. Le rendement, ça, c'est le même, Oui, hein, non, le mais- rendement, oui, oui, non, mais le cash flow, pardon, excuse-moi. Ouais. Le cash flow était très intéressant avant. Ouais. Sur, tu vois, les appartements, quand j'étais à on était à 1,2, etc., on avait entre 300 et 550, 600 euros de cash flow. Donc, c'était très intéressant. Et oui, c'est vrai. Du coup, le cash flow a bien baissé. Forcément, avec les taux qui ont augmenté, tu payes beaucoup plus de mensualités et d'intérêt sur tes mensualités. Et du coup, j'ai enchaîné sur ces projets-là qui m'ont semblé géniaux. J'ai appris comment on avait finalement une relation avec un agent immobilier, quelques tips que Michael m'a donné. Et puis après, je me suis fait moi-même sur qu'est-ce que j'avais envie de transmettre comme relation avec l'agent immobilier pour trouver des biens intéressants. Et ça m'a vraiment plu, cette partie-là. Ok. Et comment ça se passe? Moi, j'ai eu sur le podcast 2 fois et sur notre podcast privé 1 fois, Jérôme Rubin. Lui, il est aussi chasseur. Ouais. Lui, de ce qu'il expliquait, c'était sa stratégie, c'était d'être un peu tout le temps dans la tête des agents immobiliers, donc de les rappeler, les relancer pour Mm. avoir le plus d'affaires possible. Est-ce que ça a été aussi ça ta stratégie, rencontrer beaucoup d'agents et essayer de toujours les garder Mm. un peu qui pensent à toi en premier quand ils ont un bien qui rentre ou en même temps, je suppose qu'en parallèle, tu démarchais aussi. Ça a été quoi ta stratégie pendant ces... Ouais. Alors, tu vois, c'est peut-être marrant, mais nous, on faisait jamais de particulier, donc on démarchait pas du tout. On était que avec des professionnels, on travaillait qu'avec des agents immobiliers. Et le but, c'était d'avoir le maximum de biens off-market. Donc, ce que j'ai fait au début et ce que je conseille à tout le monde de faire, peu importe le niveau, c'est de faire du volume énorme en visite. C'est-à-dire que aller en visite, faire des visites même pour rien, qui servent à rien, avec des biens trop chers, des biens qui sont bien au-dessus du marché, qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont pas un rendement locatif intéressant et se rendre compte parce que c'est là qu'on a le plus d'expérience et qu'on travaille un petit peu notre manière d'appréhender un bien, notre relationnel avec un agent immobilier. Et donc, j'ai fait beaucoup de volume et après, j'ai fait un peu plus de qualité au fur et à mesure que j'avançais sur cette partie-là. Et j'ai sélectionné les agents immobiliers avec qui je voulais travailler. Et eux, ceux qui étaient vraiment bons, et je pense moi sur Montpellier, ça se compte sur les doigts de la main, alors que j'ai dû rencontrer peut-être 500, 600 agents immobiliers en 2 ans, à un rythme de 15-20 visites par semaine. C'était à peu près les rythmes que j'avais de rencontre de nouveaux agents immobiliers. Et ben, sur le doigt de la main, je peux te compter que il y en a 10, grand maximum, 8, 9 qui sont très très bons et que je relance tous les 15 jours tous les 15 jours, même maintenant que j'ai quitté Green Living et je fais du marchand de biens, je les relance toujours parce qu'ils ont bien compris comment je fonctionnais. Ils ont bien compris comment je travaillais. Et il y en a 2 ou 3 avec qui j'ai fait 4-5 opérations pour Green Living, quoi. Donc, quand ils avaient compris ce qu'on voulait, à chaque fois qu'ils m'appelaient, je savais que c'était pour une bonne opportunité. Ils m'appelaient pas pour rien, ils m'appelaient pas souvent. Mais quand ils m'appelaient, c'était pour
une pépite, comme on dit, et comme on essaie de les trouver, ou en tout cas quelque chose qui rentrait absolument dans les critères de recherche de nos clients. Yes. C'est aussi ce que je préconise, faites du volume, faut faire du volume, même peu importe ton objectif. C'est sûr que la bonne affaire, tu vas pas la trouver. Si elle est sur le bon coin directement, alors soit tu as eu de la chance, elle vient de tomber, soit tu as vu un truc que les autres n'ont pas vu, mais la plupart du temps, faut visiter beaucoup et c'est peut-être en visitant que tu vas voir la Ouais. bonne affaire, que tu vas prendre les contacts. Moi, j'ai acheté plusieurs biens des des fiscs à moitié prix de ce qu'ils avaient été payés 10 ans auparavant, en ayant fait à la base une visite trop chère. Et sauf que l'agent, après, je l'ai revu sur un bien. Et puis, en fait, vu que je l'avais déjà rencontré, puis on connaissait des personnes en commun et tout, ben, ça allait super vite. Et après, Ouais. il m'en a proposé plusieurs. C'est une relation commerciale finalement l'agent immobilier. Il faut arriver à avoir un atome crochu. Tu vois, moi ça passe principalement aussi avec le hand. J'ai pas mal d'agents immobiliers, je me suis rendu compte, qui faisaient du hand ou qui étaient fans de hand, etc. Et avec qui je m'entendais bien. Et ça passe par des atomes crochus qu'on crée. Alors la barrière de l'âge, elle a beaucoup joué en ma défaveur au début. Et après j'avais un petit jeu, c'était que je demandais quel âge la personne me donnait. Et comme je suis assez jeune, elle avait assez de facilité à me donner quand même un âge. Et elle me disait soit entre 25 et 30 ans. Et maintenant, toujours, il me donne toujours pareil, le même âge. Alors, je garde la barbe pendant quelques semaines pour que faire un peu plus vieux. Mais du coup, à chaque fois qu'ils me donnent cet âge-là, je leur dis, eh ben, écoutez, entre vous et moi, on gardera cet âge-là. C'était le petit jeu que j'avais avec eux. Et pour revenir du coup sur l'agent immobilier, le but, c'est de créer une relation pour moi long terme saine et en même temps gagnante-gagnante. C'est-à-dire que l'agent immobilier, il faut lui apporter quelque chose. Il faut être réactif, il faut être professionnel. C'est ce qui va vraiment attendre d'un chasseur immobilier, qu'il y ait une réponse très rapidement. Moi, après chaque visite, je faisais un topo à l'agent immobilier. J'ai parfois envoyé des fausses offres pour qu'il puisse travailler son bien, travailler son prix. Et c'est comme ça qu'on crée des relations intéressantes avec eux. Donc, c'est vraiment une relation pour moi commerciale, professionnelle, avec laquelle on va chercher des atomes crochus en partie perso. Ok, top. Donc là, tu as arrêté aussi pour vivre ta Ouais, vie de retraité dont on parlait auparavant. Ok. exactement. Et maintenant, donc, tu es 100% sur l'activité de marchand. Exactement. Bah alors j'ai deux parties. J'ai toujours une partie où je Marchand. change mon temps contre de l'argent ou avec l'accompagnement des entrepreneurs. J'avais un podcast sur l'entrepreneuriat et je ne savais pas à quoi lancer un peu à côté. J'ai lancé un accompagnement puisque les gens sont venus soit des clients de Greenlink, soit des gens sont venus me demander de me dire bah, est-ce que tu pourrais m'accompagner, mais j'aimerais bien apprendre à le faire et non pas que tu le fasses pour moi. Et c'est là que je me suis dit ah ouais, il y a peut-être un marché sur ça et du coup j'ai accompagné bah, tu vois, cette année, 16 personnes sur la partie investissement purement locatif. Donc, c'était intéressant. Et à côté de ça, je me suis formé avec Anthony Poncet, que tu connais bien, sur la partie marchand de biens et spécialisé en division foncière. Donc, c'est ce sur quoi je me suis orienté au début, même si, comme aujourd'hui, le foncier se passe un petit peu plus mal, eh bien, on s'oriente sur la division de bâti et sur notre première opération de mise en copropriété. Ok. Bah, tu peux nous raconter, je pense, Tony, beaucoup de gens le connaissent. Alors déjà, pas tout le monde, bien sûr, de mes auditeurs, mais beaucoup le connaissent. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai lu notamment son livre qui s'appelle, je pense, Riche de AB liberté. Invest, ouais, Riche de Enfin, Liberté, le c'est ça. Ouais. blanc là, le petit, qui explique justement la division de terrain. Est-ce que tu peux peut-être en dire plus? Donc toi, tu as fait des opérations qui sont clôturées, tout ça, enfin où tu es déjà sorti et tout ça. Ouais, on a fait Euh, plusieurs opérations. Alors, j'ai fait des opérations donc en division foncière. La première en mise en copro qui est sous compromis. Une opération en division foncière, en gros, c'est d'avoir un bien, donc d'avoir une maison, par exemple sur une grande parcelle, et de diviser en plusieurs lots. Donc, on va créer des terrains à bâtir sur cette maison-là. Et donc, il y a beaucoup de choses à regarder, et c'est pour ça que c'est pas facile à trouver, puisqu'il y a notamment les règles d'urbanisme qui se durcissent de plus en plus avec les PLUI, etc. Là, on galère vraiment sur ça. Tu vois, j'ai une opération qui est tombée à l'eau vendredi à cause de ça. J'avais un rendez-vous à l'urbanisme et elle est tombée à l'eau parce qu'ils m'ont dit, bah non, mais maintenant, on prend aussi le COS de la surface bâtie, qui est donc le coefficient d'emprise au sol de la surface qui est déjà bâti sur le terrain. Il faut lui laisser les 20%, etc. Donc, c'est une opération qui tombe à l'eau puisque c'est plus possible. Et du coup, sur ces opérations-là, on vient créer du terrain à bâtir. Le but, c'est d'acheter des biens
qui sont compliqués, qui sont hors du marché en termes de prix, qui ne sont pas orientés vers un particulier, ni même un investisseur qui aurait une rentabilité, et de les diviser pour que ça corresponde soit à l'un, soit à l'autre. Donc, soit à un investisseur qui va avoir une rentabilité sur ce lot, soit finalement à un particulier qui va venir créer un projet de vie, donc sa résidence principale. Pour l'expliquer le plus simplement possible. Et nous, on est spécialisé donc avec mes associés sur la partie sans travaux. Donc, on ne réalise aucun travaux sur le bâti, ni même sur le terrain. On ne fait pas construire. On dépose des documents d'urbanisme. On viabilise les terrains parfois. Par contre, on ne fait pas de travaux, de rénovation, de grosses œuvres, etc. Même si sur la mise en copro, là, on va essayer de faire la toiture parce que c'est sur une mise en copro, après, c'est obligatoire quand même. Elle est à reprendre et c'est pour ça qu'on achète pas cher. Mais on essaye de faire le moins de travaux possible parce qu'on s'est rendu compte que c'est ce qu'on n'aimait pas, premièrement. Et deuxièmement, c'est là où on pouvait avoir pas mal de problèmes de gestion et où on passait énormément de temps dessus. Et ce qui prédomine tout, évidemment, c'est notre temps dans ce qu'on fait. Yes. Ouais, c'est ça, c'est que tu peux, l'avantage de la division de. Alors, toi, t'as pas acheté de terrain nu. Parce que Tony. On a fait une ça opération aussi. comme ça qui est Ok. tombée. Alors lui, il fait du lotissement, Tony aussi. Ouais. On a étudié quelques Soit tu peux lotissements, mais acheter que le terrain, soit comme ouais, toi t'as fait, t'achètes une maison avec un grand terrain et tu divises, exactement. On a eu une opération comme ça où on prenait un terrain, on le divisait en deux et il y avait une servitude de réseau, etc. C'était assez compliqué. Et on a eu un refus d'urbanisme. Donc sur cette opération-là, on a perdu un peu plus de 6 000 balles de géomètre puisqu'on a dû payer le permis d'aménager. Et donc là, on met de l'argent dans la machine et on voit si l'urbanisme Mhm. sort. Et enfin, c'est pas un refus, on a eu un droit à statuer exactement puisqu'il y avait un PLUI qui était en cours et que potentiellement ça ne respectait pas les normes qui allaient être mises en place par ce PLUI. Et à un mois près, ils nous ont refusé le projet puisque un mois auparavant, il n'y avait pas ce PLUI qui était en place. Donc évidemment, quand on l'a déposé nous, c'était pas le cas. Et oui, et oui. Donc c'est ça, en fait, c'est plus ça que je pense les taux qui te posent problème aujourd'hui. C'est Ah toutes ouais, non, ces clairement. règles d'urbanisme. Parce que c'est vrai que les taux, tout ce qui est marchand, à partir du moment où les taux, quand ça monte, c'est compliqué, mais à partir du moment, même s'ils sont hauts, qu'ils restent stables, Mm. après, tu peux. Pour la revente, c'est un peu plus difficile, c'est-à-dire Mm. que on voit aussi qu'il y a une demande qui est un peu plus basse, tu vois, sur une opération là qu'on a, demain on baisse les prix. On baisse les prix sur les terrains de 10-15 000 euros et sur le bâti de quasiment 20 000. Pourtant, on avait un projet qui était cohérent par rapport au marché. Tous les biens sont en adéquation, il y a des visites, mais le pouvoir d'achat a tellement baissé que on sort hors du marché sur le projet fini. Donc, on a envie de baisser les prix, de rappeler tous les gens qui sont venus pour dire voilà, le prix il a baissé à ce prix-là. Et est-ce que vous êtes prêt à faire une offre ou pas? On verra, ça doit partir normalement rapidement, mais on se rend compte que c'est quand même de plus en plus difficile de trouver des gens qui sont finançables en tant que marchands. Et donc, il faut faire des produits pour des catégories un peu plus CSP+, quoi. On fait des plus grands terrains maintenant. On fait des Mm. maisons qui sont un poil plus en adéquation avec des grandes familles, avec des gens qui ont un peu plus de moyens, plutôt que des opérations au fin fond de la campagne où t'as le boulanger et le pâtissier qui se battent en duel pour t'acheter ton terrain le moins cher possible. C'est plus compliqué, j'ai l'impression. Mm. Ça se professionnalise plus, en tout cas. Ouais, mais c'est des vraies questions. Il faut toujours se poser justement la question de à qui tu vends, quand Quel est ton client final? voilà, quand tu fais ton projet. Même quand vous achetez Exactement. des voitures, faites très attention, ça. Par exemple, je vous donne un tip. Moi, j'avais une Audi A3 cabriolet blanche. Et moi, j'étais assez content et je voulais la vendre au bout d'un moment. Et, euh, et on me dit, mais tu sais que c'est une voiture de fille. Moi, je sais pas, j'avais pas l'impression que c'était spécialement une voiture de fille. Et, et en fait, ce qui s'est passé, alors à la base, homme-femme, on s'en fout. Sauf que les femmes, encore plus que les hommes, souvent, elles ont peur de se faire hyper arnaquer quand elles achètent une voiture. Du Mm. coup, elles viennent toutes avec un pote un peu garagiste, mais qui veut les draguer en même temps, qui va faire le beau en disant que ta voiture, elle va tomber en panne et en ruine parce que, tu vois, il a vu un truc de je sais pas quoi. Et donc, t'arrives jamais à la vendre, en fait, parce que la femme, souvent, les hommes et les femmes, mais souvent les femmes, elles ont besoin de sécurité. Eh ben, soit elles ont trop peur parce que t'es particulier, ou Ouais. soit t'avais le gars qui faisait le beau en disant moi je connais tout à la mécanique et il faut bien regarder ça, ça, ça et ça. Et puis ce moteur, il y a 20, enfin il y a 1% qui a cassé ou la chaîne a cassé, distribution, je sais pas quoi. Et voilà, moi j'avais pas vu que c'était une voiture
qui était plutôt destiné à des femmes. Et bon, finalement, je l'ai vendu, hein, mais ça m'a un peu desservi de pas avoir vu quelle était la cliente. D'ailleurs, je l'avais acheté à une femme, la cliente finale. Donc, et c'est pareil dans tout, faut regarder toujours le pouvoir d'achat des gens. Je parlais avec un ami là, il a acheté, enfin un ancien collègue plutôt. Ça faisait 10 ans que je l'avais pas vu, il m'a expliqué qu'il a fait une maison au fin fond de la campagne de 360 mètres carrés, que là il divorce et que il veut la vendre. Mais je sais pas trop, on verra. Moi, je connais pas super bien le coin, mais ça semble compliqué à vendre une maison neuve de 360 mètres carrés dans un endroit où le foncier n'est pas cher. Ouais, Ouais. tu vois, j'étais avec des marchands de biens là, cette semaine qui me disaient, on était sur un séminaire ensemble, qui me disaient que tout se vendait. En fait, finalement, il y a rien qui se vend pas, Et tout a même un si je prix. pense que C'est voilà, ça. c'est surtout ça. En fait, ça dépend quel prix et ça Mhm. dépend évidemment de la liquidité du marché. Mais même sur un marché qui est complètement illiquide, moi, je les ai vus. Je fais une dédicace à François Bourgoin qui m'a accompagné sur ce séminaire-là, qui est un grand marchand de biens du nord plutôt ouest de la France, même s'il est aussi sur le nord un peu, bon, bref, du nord de la France, et qui achète des usines en ruine totale, dégueulasses, avec des maisons, la poutre, elle est en bas, donc tu as une usine, une maison, etc. Il redivise tout, et à chaque fois, il trouve un acheteur, mais à des prix super bas. Et c'est ce qu'il fait, il donne des bonnes affaires aux gens qui vont acheter. Et il dit, voilà, enfin, les biens, en tout cas, il les estime super pessimistes pour les vendre facilement à des gens qui vont acheter soit cash, soit avec des solutions bancaires plutôt favorables. Mais tout se vend. Il m'a Mhm. convaincu de ça, alors que je pense que j'ai encore des barrières limitantes sur le fait que en campagne, ça soit autant liquide qu'en plein centre de Montpellier et qu'on arrive quand même à trouver des acquéreurs pour ça, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une niche fiscale que j'ai jamais exploitée, que je connais pas bien. Mais je crois que si tu vends un bien immobilier à moins de 15 000 euros, il y a un truc comme ça, tu payes pas de plus-value. Je sais plus, je connais Ah, je plus connais trop, même mais pas. c'est un montant. Je suis pas sûr du tout du montant, je l'ai jamais fait. Mais si tu vends un bien immobilier, mais c'est vraiment, vraiment pas cher, je sais plus, t'es pas imposé ou je sais plus exactement ce que c'est. Mais c'est des montants. J'ai déjà vu sur des forums des gars qui parlaient de ça Après, c'est moins de 15 000 euros pour je vendre crois un que c'est moins appartement, de 15 000 euros, ouais. moins de 15 000 euros, faut vraiment aller le chercher loin, quoi, cet Donc, ouais. appartement. Euh, du coup, je pense la question que tout le monde se pose, c'est comment ben là, du coup, tu es à ton compte, tu es à 100% sur le marchand. Ouais. Euh, c'est vraiment, j'avais eu, j'ai son nom sur le bout de la langue. En tout cas, j'ai eu un marchand de bain, Seb Marcus sur le podcast Ouais. aussi. Et lui disait, quand tu te lances en marchand, il faut être 100% dédié à ça, faut tout arrêter. Combien de temps tu peux nous raconter un peu les recherches, que ce soit pour ces terrains ou maintenant, donc visiblement, tu cherches plutôt des grands biens à mettre en copro. Combien de temps tu passes, à quel point tu visites, combien tu fais de kilomètres, un peu quel est justement l'avantage ou l'obligation d'être full-time dessus, Mm. pourquoi c'est nécessaire. Ben, je pense qu'il a totalement raison. Et puis, j'aurais du mal à contredire Sam Marcus, qui est un des grands marchands de biens aussi très inspirant du métier. Mais moi, ce que je fais donc dans mon organisation personnelle, c'est que j'ai 2 jours par semaine qui sont focus que sur ça, full-time visits. Et j'ai 1 jour par semaine sur la gestion des projets. Donc, en tout, j'ai 3 jours sur 5 qui sont sur l'aspect marchand. Évidemment que si on m'appelle sur les autres jours sur ces projets-là, j'y suis aussi, hein, je suis toujours au bureau, etc. Mais à côté de ça, bah, j'ai les accompagnements et j'ai le podcast qui me prennent pas mal de temps. Donc j'essaie de jongler 1 jour accompagnement, 1 jour podcast et 3 jours sur la partie marchand. Il faut être full time en termes de charge mentale. Je pense principalement, il faut se dire que il y a que ça qu'on a à chercher, il y a que des projets qu'on a à suivre, et après ça dépend du rythme qu'on a. Si on a 20 projets par an et en effet à 5 jours par semaine, je pense que c'est nécessaire. Si on a un peu moins et qu'on est capable de faire un petit fond de roulement au début, ben je pense qu'en dessous de 10 opérations, en tout cas pour que la division foncière ou la mise en copro avec très peu de gestion de travaux, je pense que c'est faisable de rester sur 3 jours par semaine. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire et c'est l'objectif que j'ai. Donc, on va essayer de tenir ce cap-là. Au niveau de pour tes questions, tu avais recherche, tu avais prospection. Je passe beaucoup de temps en fait à faire à avoir du off-market principalement. Aujourd'hui, je visite que des biens qu'on m'envoie par mail, par SMS. Et j'ai aussi recruté quelqu'un qui me fait gagner beaucoup de temps. On a recruté un développeur foncier en alternance. Qui est une pépite. J'ai une candidature spontanée sur LinkedIn. Le mec il était prêt à faire 2 mois de stage gratos avec moi.
Je l'ai pris en stage gratos, du coup. J'en ai profité. Et il était juste génial. Et quand j'ai vu le potentiel qu'il avait, je me suis dit, mais grave, je le prends direct en alternance. C'est moi qui lui ai trouvé son école, qui lui ai dit, voilà, on fait comme ça et tout. Et il est motivé à bloc. Je sais que je le garderai pas parce qu'il a beaucoup trop de potentiel pour rester avec moi trop longtemps. Mais par contre, aujourd'hui, il me fait gagner 2 jours par semaine puisque toutes les annonces que j'ai en off, mail, SMS, etc. Ou alors il fait un poil de prospection aussi sur Le Bon Coin puisqu'on l'a formé aussi sur cette partie-là, un peu de prospection sur Telescope qui est un logiciel qu'on utilise pour la prospection foncière. Euh, et ben il organise mes journées de visite. Donc les 2 jours de visite, c'est lui qui appelle les agents immobiliers et qu'on passe le moins de temps possible sur la route et qu'on arrive à l'essentiel. Il me mâche le travail aussi sur l'analyse des projets. Donc c'est vrai que à la fin, j'ai pas grand-chose à faire, si ce n'est de faire l'offre d'achat, de négocier le prix et toute la partie que j'adore faire. Et la partie appeler les agents 15 fois parce qu'ils t'ont pas répondu, j'ai plus maintenant à la faire et c'est lui qui s'en occupe à 100%. Et je suis sûr que dans 3 mois, je lui dis, il aime pas trop, mais il sera meilleur que moi puisqu'il fait que ça. Et comme il fait que ça, forcément, il prend en expérience. Il a compris maintenant que c'était un jeu et qu'il fallait s'amuser quand on appelait les agents immobiliers. Et du coup, il arrive à nous trouver des bonnes affaires. Il nous a trouvé une première affaire en off-market total là que on passe sous compromis première semaine de janvier. Donc il y a enfin en tout cas il a de beaux jours devant lui lui aussi. Et pour l'instant, il m'accompagne. J'ai la chance qu'il reste avec nous pour m'accompagner. Ok, top. Euh, et lui, il se forme à quoi exactement en tant que développeur foncier? Ouais, il est en BTS profession. Alors, il a bac+3 dans le sport, dans l'événementiel sportif. Ça, il a complètement changé de direction. Et il a été accepté à 22 ans de reprendre des études en BTS profession immobilière avec la spécialité marchand. Et il y a qu'une école qui le fait en France, c'est l'INFIM. Et du coup, ben, je lui ai dit, voilà, j'ai cette école-là, si t'es chaud. Et il était clairement à 200%, il se régale sur ses cours. Et l'avantage que j'ai, c'est que il est toute la semaine avec moi, du lundi au vendredi, et on organise la semaine comme on veut. Il fait des cours qu'à distanciel. Donc, c'est quand on n'est pas en visite ou quand on n'a pas de travail, quand j'ai pas de mission à lui faire faire, que il peut faire ces cours-là. Ok. Et ils sont en asynchrone. C'est des vidéos en fait, ces cours. Exactement, c'est des vidéos ou il y a des lives des fois où ils peuvent répondre à des questions, mais les lives sont pas obligatoires. Ils peuvent avoir les replays ou je sais pas trop comment ça s'organise, mais en tout cas, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut Ok. au niveau de l'organisation et ça, c'est génial. Ok. Et tu peux nous raconter qu'est-ce que tu cherches un peu en ce moment, quel type de bien Ouais. On a vu bon, les terrains, donc du coup ça c'est pas mal compliqué. Du coup c'est quoi? C'est des grandes maisons, c'est Ouais, des. on va avoir des granges, des grandes maisons, des choses qui sont facilement divisables et que tout le monde recherche. Par contre, plus que jamais, maintenant, on essaie d'acheter pas cher. Donc, on fait des offres assez agressives, voire très, très agressives. Il y en a, depuis ce que je disais, on a fait les stats il y a pas longtemps. Depuis début septembre, j'ai visité 110 biens. Et sur les 110 biens, j'ai fait 40 offres d'achat. Il n'y en a que 5 qui ont été acceptés et il n'y a que 3 qui sont finalement sous compromis, puisqu'on se renseigne au niveau de l'urbanisme si ça passe, etc. Mais évidemment, quand il y a un règlement un règlement de lotissement sur un secteur et que l'agent immobilier nous le dit pas et on doit signer normalement le compromis demain et que j'ai appris, pareil, jeudi dernier, par mon notaire, que j'embrasse parce que c'est Guillaume, là, sur cette première affaire-là, qui nous a évité de faire une belle connerie. On s'en serait rendu compte au moment du compromis, Mhm. mais euh, en fait, il y a un règlement de lotissement qui nous interdit de subdiviser la parcelle. Donc, on a 2 projets pour 2 raisons différentes, une purement d'urbanisme et l'autre pour un règlement de lotissement qu'on peut pas faire. Donc, finalement, on a que 3 projets là dans les tuyaux qui devraient sortir. Bah, 3 projets en 3 mois, c'est pas mal, mais ça dépend toujours d'où tu regardes quoi. Ça dépend d'où C'est un tu peu comme la regardes crypto. et Si on regarde que tu as investi dans un truc, c'est devenu 100 000, ça paraît fou, mais si tu as investi ouais. pendant un an dans son. Ces 3 projets, après, c'est intéressant quand même, mais c'est sûr. Mais après, il y a toute la partie pré-commercialisation. On va voir ce que ça donne aussi. Nous, on a plus d'ego sur ça. On est sorti de projet parce que soit on avait fait des erreurs nous-mêmes, soit le marché ne répondait pas à la demande que on proposait. Donc là, c'est pareil. C'est sur ces 3 projets-là. J'espère qu'ils vont aller au bout, hein. Je croise les doigts et on va rentrer en période de pré-commercialisation pour les 3. Mais il y en a un qui est déjà et qui se passe plutôt bien. Mais bon, on va voir. Il faut tester le marché qui est très attentiste en ce moment et qui est un peu plus difficile à manier. Ok. Tu peux nous raconter juste un peu toutes les phases. Bah, moi, Ouais, je pense les connaître, mais en gros, je vois une maison avec un grand terrain. Non, là, on divise la maison.
Qu'est-ce que c'est toutes les strates un peu qui peuvent s'appliquer sur toutes les strates de vérification pour voir si le projet peut Bien se faire, sûr. peut-être jusqu'à justement jusqu'à l'acte authentique et Ok. euh, De A à Z. Écoute, ouais voilà. je te la fais rapidement. En gros, nous, ce qu'on recherche, c'est en premier, on demande à l'agent immobilier si c'est que c'est le terrain est constructible, etc. Si c'est pas, on lui demande, on signe un bon de visite à distance et il nous envoie l'adresse ou le cadastre en fonction de ses capacités à nous envoyer une des deux informations. Et nous, on vérifie. On vérifie déjà si, selon le PLU, etc., on regarde si c'est constructible. Donc, on regarde dans quelle zone et la parcelle. Et selon la zone, il y a plusieurs lettres sur les zones. Donc, zone A, par exemple, ça va être les parties agricoles, etc. Zone à urbaniser, Je vous renvoie vers ça le va être... podcast privé. On a un épisode spécial PLU. Comment trouver le Ah, PLU c'est pas et mal, ça. C'est une bonne, un bon truc, ça. ouais. C'est vrai que connaître les règles du PLU, ça peut être intéressant parce que être sachant sur les règles d'urbanisme, Mhm. ça peut rapporter pas mal d'argent. Donc, je pense que ça doit être un bon podcast, ça. Et du coup, on regarde donc le PLU. Évidemment, si on a un doute, on appelle la mairie, selon s'il y a une OAP, donc une orientation d'aménagement de l'urbanisme, ou un PLUI, donc un plan local d'urbanisme intercommunal, qui va faire que potentiellement il y a des changements qui vont être amenés à venir dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, on vérifie que c'est soit constructible et divisible, qu'il y ait possibilité de créer un autre accès sans forcément détruire ou en détruisant un garage ou quoi. Donc, on voit les conditions qu'il y a. Et après, moi, ce que j'ai mis en place avec Tristan, qui est notre développeur foncier, c'est les conditions. C'est-à-dire que si c'est une succession, on y va direct. Si c'est constructible, on y va direct, on se pose même pas de questions sur le prix, etc. La distance et tout, on y va. Si c'est hors succession, on pose plus de questions, on affine ça pour voir pourquoi les gens n'ont pas fait la division eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont au courant de ça? Parce que pendant le compromis, on va diviser en leur nom. Et donc ça, c'est hyper important. On fait tous les demandes d'urbanisme et tous les documents d'urbanisme pendant le compromis avec le vendeur. À nos frais, évidemment. Et donc là, on fait intervenir un géomètre qui va faire un bornage du terrain en premier et qui va réaliser une déclaration préalable quand il y a un accès qui peut être complètement indépendant. Donc quand on va diviser un bien et rendre le terrain à bâtir complètement avec un accès indépendant qui ne gêne pas sur la parcelle de la maison. Ou alors en permis d'aménager quand on fait un accès qui est commun à plusieurs lots différents, donc plusieurs terrains à bâtir avec la maison ou pas. Une DP, donc c'est un mois d'instruction. On a eu là sur le projet de Roquemort, on a eu un mois de plus parce qu'il y a des fouilles archéologiques. Et après, on a 3 mois de recours des tiers qu'on fait purger évidemment par les vendeurs. Et pour un PA, c'est 3 et 3, donc 3 mois d'instruction de dossier et 3 mois de recours sur le permis d'aménager. Il y a des fois où on tente de mettre des permis de construire, de déposer des permis de construire aussi pour que ça aille plus vite quand on a directement un DP pour vendre un peu plus cher le terrain avec un permis de construire déjà dessus. Mais c'est pas forcément une solution qu'on fait à chaque fois. Ça dépend vraiment du marché et de la demande qu'il peut y en avoir. Dans l'étape, donc en premier, on recherche le terrain, on se rend compte que si c'est du coup Visible. constructible et divisible, on fait une offre d'achat, on s'entend sur le prix. Évidemment, oui, si pour passer à l'étape suivante. On rencontre la mairie. On essaie de rencontrer quand même un adjoint à l'urbanisme, quelqu'un qui est décisionnaire sur le projet, quoi. Qu'on rencontre pas Charlotte de la Conta qui fait une permanence à la mairie et qui me dit oui, oui, c'est divisible. Pour l'avoir vécu une fois, c'est un peu contraignant après de payer un document d'urbanisme sur quelqu'un qui n'était déjà plus là en mairie. Euh, on se passe au compromis et une fois qu'on passe au compromis, on pré-commercialise direct avec le plan du géomètre qu'on aura rencontré juste avant. Une petite technique aussi, c'est que on prend toujours le géomètre qui est en partenaire, entre guillemets, entre gros guillemets, avec la ville, puisqu'ils n'ont pas de partenariat financier, mais il y a toujours un géomètre avec qui ils s'entendent le mieux. Donc on demande à la mairie avec quel géomètre avez-vous l'habitude de travailler. Et on sait qu'il y a de grandes chances que le document d'urbanisme passe un peu plus facilement avec des relations qui se passent bien entre eux. On fait ça, une fois qu'on est sous compromis, on essaie de vendre tous les lots, on vend tous les lots, et une fois on a dû renégocier le prix parce qu'on a baissé trop les prix de revente, et ça aussi c'est un jeu intéressant franchement de renégocier le prix. On pensait pas, tu vois, on pensait devoir lâcher l'affaire et on avait une condition de suspensible d'obtention de crédit, donc on pensait faire un refus de crédit et sortir du projet, mais finalement on a renégocié le bien, etc., et on a recommercialisé derrière. Parce Et qu'en après fait, du peut-être coup, pour les gens qui sont novices, oui, tu rajoutes donc, tu peux rajouter des conditions suspensives dans les compromis. Tu peux rajouter presque.
ce que tu veux, mais il y en a qui sont beaucoup plus usuels que d'autres. Exactement. Et donc, toi, tu mets une condition suspensive d'obtention du crédit et cette obtention du crédit, donc ça, c'est une clause de droit commun quand tu achètes en nom propre ou même en SCI. Ouais. Mais après, tu peux mettre. En fait, toi, ta condition suspensive, ton crédit, c'est la conséquence de la pré-commercialisation où tu auras déjà vendu. Si tu vends pas une partie des lots, t'as pas de crédit. Et si t'as pas de crédit, tu peux sortir du compromis. En gros, c'est ça. Exactement. En fait, pour avoir l'obtention du crédit, nous, la banque, elle nous demandait un pourcentage de commercialisation. Voilà. Donc, ça jouait là-dedans. Par Après, exemple, en fait, moitié, admettons, la moitié des lots exactement. sont déjà vendus. Aujourd'hui, on joue un peu avec les conditions. Les vendeurs, ils ont un prix qui est affiché sur notre offre, mais ils ont surtout des conditions. Et plus la marge est faible, plus on met de conditions. Donc, on met l'obtention d'un crédit, l'obtention d'un document d'urbanisme, l'obtention aussi, enfin, un taux de commercialisation des biens qu'on peut mettre. Plus il y a de conditions, plus ils sont réfractaires, mais en même temps, plus on peut aller chercher un prix intéressant et un prix haut. Et souvent, un marchand de biens, dans la plupart des cas, en cas de division foncière ou division de bâti, etc., peut acheter beaucoup plus cher un bien que va potentiellement l'acheter un particulier. Donc c'est aussi ça qui est intéressant pour eux. Et donc même s'il y a des conditions, même s'il y a des compromis longs, parce que du coup on signe un compromis long pour faire cette demande d'urbanisme-là, 6 mois quand on n'a qu'une DP et 9 mois quand on a un permis d'aménager, ce qui est quand même court. Hein. Je connais beaucoup de marchands qui font un peu plus long et je pense que plus je vais être à l'aise avec ça et plus on aura des projets dans le pipe, plus on fera des projets un peu plus longs pour se laisser un peu plus d'air. Il y a des fois où on court un peu quand même sur les projets, là, sur les délais, où on est quand même just sur limite quand même. Et donc, du coup, j'en étais sur quoi? Donc oui, donc en fait, toi en tant que marchand, tu mets tes conditions. Tu mets tes conditions, Voilà, exactement. plus tu vends, voilà. Chaque Et c'est de la condition négociation, permet quoi. ouais, voilà. C'est de la négo, forcément. Plus, si tu dis je vous paye plus cher, mais je mets plus de conditions, enfin c'est comme ça. En gros, c'est un jeu. Moins il y a de Exactement. conditions, moins tu vas payer cher. Plus tu mets de conditions, plus tu vas payer cher. Grosso modo, Ouais, c'est un peu comme ça la négo qu'elle se passe, quoi. Ok. Une exactement. fois que tu as pré-commercialisé, donc là c'est une vente ferme. C'est ferme pour Une fois, les. une fois qu'on a, donc nous, on est propriétaire à l'acte authentique. Une Ouais. fois on signe l'acte authentique, on est propriétaire de l'ensemble des lots qui sont déjà divisés. Évidemment, pour être en TVA sur marge sur les terrains à bâtir, si on divise cadastralement après l'acte authentique, on passe en TVA sur marge sur en TVA totale, pardon, sur les terrains à bâtir. Donc en TVA totale, c'est plus le même calcul que la TVA sur marge. Hein. Je vous laisse le faire le calcul sur certaines opérations. Ça peut être compliqué. Donc, on divise avant, on est propriétaire de l'ensemble des lots et après, on repasse sous acte authentique avec les différents acquéreurs de nos différents lots. Ok. Voilà. Et, Plus rapidement, normalement, sur le vous bâti. vous êtes engagé Oui. comment? Parce qu'admettons que toi, tu as pré-commercialisé que 2 lots et sur 10 et que tu n'as pas le financement, toi, tu peux Ah ben, sortir comme tu veux ça dépend de la de la condition qu'on a mis vente. en face. Ok. Il y a des fois, on met pas de conditions de rien du tout, mais c'est que vraiment le jeu en vaut la chandelle. Il y a des fois, on met des conditions et en ce moment, avec les taux qui sont de plus en plus compliqués, la demande qui baisse de plus en plus, on met des conditions de financement sur quasiment tous nos projets. Et puis moi, personnellement, j'ai pas encore les finances pour ne plus mettre du tout de conditions de Oui, oui. financement. Je nous le souhaite dans quelques années, mais pour l'instant, Non, moi, on je te prend pas de parlais risque. des particuliers à qui tu revends. Votre contrat, à quel point il est ferme, en fait, vu Ah ben que. eux c'est une promesse de vente. Donc en soi, si jamais un jour un des particuliers nous pète dans la main et que on vient lui chercher 10%, soit il est très gentil, il nous les donne rapidement, soit s'il veut nous embêter, on va devoir revendre le projet parce qu'il faut se séparer du projet le plus rapidement possible et parce qu'on a des frais financiers qui courent, etc. Donc finalement, bah, les 10%, on les verra jamais. En soi, un acquéreur, malgré tout ce qu'on dit, tout ce qu'on peut borner, etc., soit il a zéro condition suspensive, et là, c'est quand même assez facile d'aller chercher 10%. La moindre condition suspensive, ben, il peut la faire péter assez facilement, quoi. Ok. Et vous, à quel point vous êtes engagé? Et nous, on est engagé à hauteur de nos conditions pareilles. La plupart des projets, c'est la condition de financement qui prédomine tout. Et forcément, on a quelques amis au niveau bancaire. Donc, s'il y a un projet qui est un peu plus compliqué, on leur fait passer le dossier en temps et en heure et ils nous sortent un refus en bonne et due forme. Et vous pouvez sortir de la
Ouais. Donc, de Souvent, cette on nous demande promesse. deux refus, tu vois, sur des projets où Mm. on est sorti. Malheureusement, on a fait des erreurs, quoi. On s'en veut même nous aussi, hein. C'est-à-dire qu'on a bloqué un particulier pendant X temps. On a essayé de faire une opération. Un agent immobilier nous l'avait bien vendu. On avait estimé avec plusieurs professionnels immobiliers les prix de revente. Et bah, on s'est planté. On s'est planté autant lui que nous. Donc, bah, l'opération, elle n'a pas pu aboutir. Et on a préféré sortir parce que la renégociation n'était pas possible et que plutôt garder les lots sur les bras qui ne se seraient Mm. potentiellement jamais vendus. Ok. Ça marche. Bah écoute, on a fait un bon tour, je pense, de cette activité. Ouais. Euh, Allez, parce qu'on me demande tout le temps, tu peux donner, alors on va pas te parler de tout, mais tu peux parler des chiffres de un projet, parce qu'on me dit toujours les chiffres, les Ouais. chiffres, les chiffres, les chiffres. Voilà, un projet que tu as Donc, réalisé, je t'en prends un sous les yeux là, comme ça au moins on l'a. ça on voit un J'ai peu. celui-là en tête. Sur le bien de Roquemort. Donc Roquemort, en plus vous pouvez taper la ville, moi il n'y a pas de problème. On est à côté de la Neuve, donc assez bien situé. Euh, on est pas loin de Nîmes, on va être à 20-25 minutes de Nîmes et puis il y a un pool d'activité qui est quand même sympa. Roquemort, c'est un village de je ne sais combien d'habitants, mais on doit être entre 8 et 10 000. Hop, je prends l'opération sous les yeux, au moins je serai de quoi je te parle. On l'a acheté 374 000 euros, ce bien-là, donc frais d'agence inclus. Et on revend donc la maison 350 000. Je pourrais même te partager le tableau, en tout cas avec les chiffres et tout. On revend la maison 350 000 euros. Donc rien qu'en revendant la maison, ça nous paye quasiment tous nos frais, même si on met des frais de viabilisation, etc., des frais de géomètre, des frais de commercialisation et tout. Mais en vendant la maison, ça nous paye une bonne partie du projet, Mm. à peu près 80%. Et après, on a deux terrains qu'on vend chacun 120 000 euros chacun. Donc, on est à 240 000 euros plus 350, ce qui fait 590 000 euros de recettes totales pour un prix de revient total à déduire de 474 000 euros. Donc il reste 120 000 euros. Il reste en gros 120 000 euros moins la TVA. En marge nette totale avant IS, on est à 114 600 euros. Exactement. Au moins, tu as un projet total. Je peux te partager un petit peu les chiffres aussi. On a des frais de commercialisation à hauteur de 24 000 hors taxes, hein, des frais financiers qui sont à peu près similaires. On a l'étude, la G1 à faire sur les terrains. Frais de géomètre, on était à 2 500 euros pour ce projet. Donc une DP, hein, là c'était une DP avec trois lots, deux terrains à bâtir et une maison. Coût de raccordement extérieur, on est à 13 000 euros hors taxe pour les deux lots alors que c'est juste à côté, mais bon, c'était un peu cher pour le coup. Et après, on a 5 000 euros pour défrichage du terrain et les accès qu'on est en train de créer. Donc 5 000 euros hors taxe pour créer les accès sur la parcelle. Ok. Donc en tout, on est, c'est ce que je te disais, à 474 000 euros, prix de revient total à déduire. Yes. Donc on voit quand même, c'est bravo, hein, déjà c'est une belle opération, mais on voit Ouais. quand même que tu pars de 374 d'achat et 590 de vente, Hmm. et qu'en fait, tu as quand même la moitié qui part en frais. Il y a des frais, voilà. Frais notaires, frais, enfin, il y a tous les frais possibles. Et puis, Donc ça on se veut fait dire qu'il faut financer par bien acheter, des, quoi. C'est c'est vraiment clair. la. Oui, et puis les conditions, les taux en marchand, c'est pas les mêmes taux que Exactement. On se fait financer, nous, par des investisseurs privés. Donc, c'est un peu plus simple quand même si c'est un poil plus cher que les banques encore aujourd'hui. Mais c'est quand même un peu plus simple. Donc, on émet des obligations. Et du coup, on a des gens qui nous prêtent de l'argent à un rendement de 10%. Et puis, c'est comme ça qu'on a fait nos premières opérations. C'est quand même assez sécure pour eux parce que ça reste de l'immobilier. Il y a une pré-commercialisation qui est faite. Ils nous font quand même pas mal confiance. Donc, ça leur fait tourner de l'argent à 10% sur l'année. Et les opérations durent toujours moins. Donc, c'est vrai que leur argent tourne rapidement et peut tourner sur plusieurs OP. Ils nous relancent même en ce moment, nous dire c'est quand la prochaine. J'ai trop de cash, j'ai trop de cash. Ok. C'est des bons problèmes Top. pour eux. Ok, ben, je voulais faire un épisode court, ça prend toujours. Encore, ça va, on va faire court. On a Mais été synthétique un peu quand même. Ouais, on a été 20 synthétique. 20h18, ouais. Voilà. Tu peux nous dire, bah, vu que c'était ton podcast, un peu le titre, même si maintenant tu as changé, un petit jeune ou un petit vieux qui veut se lancer, je pense qu'il n'y a pas d'âge, mais voilà, quelqu'un qui n'est pas du tout encore lancé, du coup, au final, en 3 ans, tu as eu quand même quatre activités quasiment. Ouais. Tu auras un petit message clé, peut-être pas juste lancez-vous, mais quand voilà, toi, tu as dit, tu as bossé pendant 6 mois pour trouver la maison, peut-être sur la détermination, sur
peut-être la différence entre l'entêtement aussi, parce que sur la crypto, ben, à un moment, ça montait, et puis tu as quand même su sortir, peut-être un peu trop tard, mais pas le plus. Enfin, tu aurais pu encore y laisser Ouais. plus de plumes. Donc, ouais, peut-être. Voilà, comment on fait quel serait ton message si bon, allez, je me lance. Au début, c'est la merde. Je trouve pas de terrain. J'ai ma conciergerie. Je trouve pas de maison. Les premières que je trouve, c'est la trêve hivernale. Les mecs qui réservent pour deux, ils sont à 6. Comment on fait, tu vois, Ouais. quand on est dans Enfin, le c'est dur, dur. quoi. Ouais, Non, voilà. c'est dur. Et en plus, pour la petite histoire, franchement, on allait lâcher le projet. Juste avant d'avoir cette première baraque-là, on allait dire, Mm. ça sert à rien, viens, on trouve tous un job d'été là, et comme tout le monde, on travaille dans un camping ou quoi, mais on est lâché. Écoute, j'ai pas de grands secrets, si tu veux, par rapport à ça, si ce n'est de dire, je pense, que le volume est le plus important. Quand on commence, quand on débute, faire plus que les autres. Et c'est vraiment dans cette, je suis intervenu dans une classe ce matin et j'ai dit ça, faut faire mieux que les autres, ça c'est sûr, c'est une évidence et ça paraît sûr pour tout le monde, mais il faut quand même le faire mieux que les autres. Et il faut faire plus en volume. Et si tu fais plus et que tu fais mieux, ben, de toute façon, tu peux prétendre avoir que de meilleurs résultats que les autres. Si ce n'est de être patient, d'attendre, de réitérer. Et surtout, moi, je prenais chaque porte comme non pas un échec, mais un apprentissage de plus pour passer à la prochaine étape. Et je savais qu'on n'avait pas toutes les capacités et on n'était pas pleinement compétent pour y arriver au début, mais je savais qu'on allait y arriver aussi. Donc, il y avait ce truc-là où tu es mitigé, tu sais que tu apprends au fur et à mesure. Chaque échec, chaque personne qui me disait, ah bah non, non, mais attendez, vous êtes trop jeune pour ça, bah du coup, je disais plus mon âge après. Après, qui m'ont dit, combien vous êtes baraque, je disais, bah pour l'instant, on en a zéro. Mais par contre, la vôtre, ça sera peut-être la première. On le disait de manière très rigolote, etc. Mais ça inquiétait tout le monde, ça a fait tout le monde. Donc, à la fin, on disait pas, on montait pas aux personnes, on leur disait pas, on a 15 baraques non plus. On dit, bah, on est en cours de négociation sur plusieurs baraques, mais voilà, on sait pas combien on en aura cet été. On espère en avoir 5, en avoir 10, peu importe. Mais on disait pas zéro. Mm. Et on peaufinait, on améliorait le discours pour être nous-mêmes pleinement convaincus que c'était bien de nous faire confiance, qu'il fallait nous faire confiance. Et finalement, ça a fini par marcher. Yes, top. Eh ben, félicitations. Si on veut te retrouver, Merci Thibaut. Eh bien, écoute, sur Instagram, Insta. maxime.waflard, W-A-2-F-L-A-R-T, ou sur LinkedIn aussi, je suis assez actif, donc pas de souci, on peut me retrouver sur ces deux canaux-là. Bah écoute, ça m'a fait très plaisir. Et puis bah j'ai nul doute qu'on se croisera, hein. On se croisera un jour Bien à un évidemment, avec événement. plaisir. Je te souhaite plein de réussite dans tes futurs projets et des mairies qui sont conciliantes et qui des permis de construire qui vont au bout. Écoute, je nous le Et, souhaite aussi. Merci et à à toi très Thibaut. bientôt. Bye bye. Ciao. Et voilà, on arrive au terme de l'épisode. Vous avez vu Maxime, c'est un sacré numéro. Il avance à la vitesse de l'éclair. Je vous souhaite encore une très bonne année, un bon réveillon. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches encore plus que jamais et de vos gros billets encore plus que jamais. Ça a été un plaisir de partager cette année avec vous. Et comme d'hab, n'oubliez pas, notez sur Spotify, sur Apple Podcast, partagez l'épisode ou allez jeter un œil sur le site de référence, le meilleur site de 2023 et probablement de 2024, grosbillet.com. Ça a été un plaisir. Bonne année à tous et à très bientôt. Bye bye.